Au milieu de l'immensité aride du Taklamakan, où le sable, les vents violents et une chaleur accablante règnent en maîtres absolus, la Chine a mené à bien un projet titanesque qui a captivé les ingénieurs du monde entier. La construction d'un réseau ferroviaire de plus de 2000 km, traversant des milliards de tonnes de sable en mouvement perpétuel pour créer l'une des plus longues lignes jamais édifiées dans un désert. Construire une voie ferrée dans un tel environnement constitue déjà un défi colossal. Avec un coût dépassant les 3,5 milliards de dollars et la mobilisation de plus de 12 000 travailleurs sur une décennie, le chemin de fer du Taklamakan ne se contente pas de relier des oasis isolées. Il incarne la détermination inébranlable de l'humanité à surmonter les limites de l'ingénierie. Mais comment ancrer des rails d'acier sur un océan de sable en perpétuel déplacement? Accompagnez-nous pour explorer les secrets de ce projet monumental. Pendant des décennies, la frontière nord-ouest de la Chine, s'étendant du Xinjiang au bassin du Tarim, est restée une terre inexplorée, une zone vide sur les cartes nationales. Ce vaste territoire, isolé et hostile, était divisé par deux chaînes de montagnes imposantes et le désert du Taklamakan, qui s'étend sur plus de 328 000 km². En été, la température au sol peut y dépasser les 71 degrés Celsius, tandis qu'en hiver, elle plonge jusqu'à moins 25 degrés Celsius. Aucune source d'eau, aucune infrastructure électrique. Sous chaque pas, rien que du sable instable, ne laissant aucune place à la construction. Pourtant, sous cette mer de dunes hostiles reposent des milliards de tonnes de ressources inexploitées. Pétrole, charbon et surtout des terres rares, des matériaux essentiels à la domination technologique moderne. Pour accéder à ces richesses, la Chine s'est trouvée confrontée à une réalité implacable. Il n'y avait qu'une seule solution, tenter l'impensable en construisant une voie ferrée à travers le désert. Cela a conduit à la création de la ligne ferroviaire Otan-Rukian, un tronçon de 890 km faisant partie de la boucle du désert du Taklamakan, un réseau ferroviaire circulaire de 2685 km longeant la bordure sud du désert. Achevé en juin 2022, il s'agit désormais de la plus longue ligne ferroviaire jamais construite en milieu désertique. Voici comment s'est passé le processus de construction. La première étape a consisté à dompter le sable. Des centaines de bulldozers ont été déployés pour niveler la surface sablonneuse et créer un chantier au cœur du désert, en aplanissant les crêtes et en redistribuant le sable dans les zones plus basses. L'objectif était de créer une surface lisse et stable, suffisamment résistante pour supporter les engins de chantier sans risque d'effondrement. Chaque section a été soigneusement raclée et nivelée sous une supervision rigoureuse, des géomètres vérifiant l'altitude et la pente afin de garantir l'uniformité sur des kilomètres de désert. Des convoyeurs ont évacué le sable excédentaire de la zone de travail, tandis que des compacteurs tassaient délicatement la couche supérieure pour former une fondation solide et exploitable. Une fois les dunes nivelées, il fallait stabiliser le sable. Les ingénieurs ont découvert qu'injecter de l'eau en surface permettait de lier les grains et de créer une couche plus dense et cohésive. À l'aide de longs bras d'arrosage et de canalisations souterraines, ils ont pulvérisé des quantités contrôlées d'eau souterraine sur le site, permettant à l'humidité de pénétrer sur plusieurs centimètres de profondeur. Une fois le sable suffisamment humide, de lourds rouleaux compresseurs entraient en action, compactant la surface pour éliminer les poches d'air et fixer les particules. Le grondement incessant des tambours d'acier résonnait dans le désert à chaque passage du rouleau, transformant le sable mouvant en une base ferme et uniforme. Après séchage sous le soleil ardent du désert, la surface était suffisamment dure pour supporter le poids des grues, des bétonnières et des camions de ravitaillement. Des fondations solides, construites uniquement à partir de sable et d'eau. Une fois la surface compactée, les ouvriers ont commencé à étaler une couche de terre sur le sable stabilisé. Des camions-bennes ont déversé des chargements de terre rougeâtre, que les bulldozers ont ensuite poussés et nivelés sur toute la zone. Cette couche alourdissait le sable sous-jacent, renforçant la surface et l'empêchant de se déplacer sous l'effet de la chaleur ou des vibrations. Chaque section était répartie et compactée uniformément, formant une base dense et stable, suffisamment solide pour supporter les premières étapes de la construction dans le désert. Une fois la base entièrement stabilisée, les ouvriers ont commencé à ériger les piliers du pont. Pour les construire, il a fallu forer plusieurs mètres de sable meuble jusqu'à atteindre le gravier ou le sol compact sous-jacent. Des machines à battre les pieux en béton armés fonctionnaient jour et nuit, utilisant des tubes de tubage en acier et une boue de bentonite pour éviter l'effondrement des forages. Le béton était coulé de bas en haut par des tubes plongeurs afin d'éviter les poches d'air, tandis que les cages d'acier étaient positionnées avec une précision millimétrique. Le moindre défaut d'alignement pouvait entraîner l'inclinaison ou l'instabilité du pieu. Les températures diurnes et nocturnes différant de plus de 130 degrés Fahrenheit, les équipes de construction travaillaient principalement de nuit, lorsque le vent était calme et les tempêtes de sable moins fortes.
Grâce à ces pieux en acier et en béton, les fondations de la voie ferrée semblaient s'enraciner profondément dans le désert. Sur ces fondations, 11 000 piles de ponts ont été érigées, rangées après rangées, formant une immense forêt de béton s'étendant à travers le désert. Chaque pile mesurait entre 5 et 15 mètres de haut. Les fûts ont été coulés à l'aide de moules en barbotine, renforcés d'acier galvanisé et d'additifs résistants au sel pour supporter le climat corrosif du désert. Les courtes portées uniformes entre les piles ont été conçues pour minimiser les effets du vent et des variations de température extrêmes. Au coucher du soleil derrière les monts Quinlin, les interminables rangées de piliers s'étiraient vers l'horizon, une structure d'acier et de béton inébranlable face au vent du désert. Au sommet de ces chapiteaux, des milliers de poutres-caissons en béton précontraint ont été mises en place à l'aide de puissantes grues sur chenilles ou de portiques autolanceurs. Chaque poutre mesurait plus de 30 mètres de long et pesait plusieurs centaines de tonnes. Elles étaient transportées sur des wagons plats spéciaux et hissées une à une sur les piles. Les ingénieurs les alignaient ensuite avec une précision laser, en respectant des tolérances de quelques millimètres seulement. Une fois les travées fixées, les équipes ont coulé les dalles du tablier ou installé des panneaux de béton préfabriqués, formant ainsi une surface lisse pour les voies. Chaque travée a été espacée de manière à permettre au vent de circuler librement en dessous, emportant le sable et empêchant ainsi l'ensevelissement de la voie. Plus de 65% du réseau ferroviaire de Autan, soit environ 500 km, emprunte ces viaducs surélevés. Vue du ciel, la voie ferrée ressemble à un ruban d'argent fendant un océan d'or, un monument vivant à l'ingéniosité humaine au cœur d'un des paysages les plus hostiles de la planète. Ensuite, ces blocs de béton que l'on installe sont appelés traverses. Elles sont disposées régulièrement le long de la voie pour maintenir les rails d'acier en place et répartir le poids des trains. Les ouvriers alignent chaque traverse avec précision, puis utilisent un chariot élévateur pour y déposer les rails. Une fois fixées, les traverses assurent la rectitude et la stabilité de la voie, l'empêchant de se déformer ou de se déplacer sous le poids des trains. Une étape cruciale avant que ces derniers puissent circuler en toute sécurité dans le désert. Après la mise en place des traverses, les équipes ont commencé à poser les rails d'acier par-dessus. Chaque rail, long de plus de 80 mètres, a été mis en place par des grues spécialisées et soigneusement alignées sur l'axe central. Les ouvriers ont ajusté chaque joint et chaque interstice pour permettre une dilatation harmonieuse sous l'effet de la chaleur, puis ont serré les fixations qui maintenaient les rails sur la base en béton. Il a fallu 11 mois de travaux continus pour achever les centaines de kilomètres de voies ferrées traversant le désert. Une fois la dernière travée du pont achevée, la ligne entière est entrée en phase d'essai. Des trains de travaux ont circulé le long du tracé afin de mesurer les tassements, les vibrations, la température des rails et le balancement dû au vent. Les ponts ont été soumis à des essais de charge avec des trains pesant plusieurs milliers de tonnes. Les résultats ont montré des écarts d'altitude de seulement quelques millimètres, même après des centaines d'essais. Grâce à la conception surélevée et à la ventilation naturelle sous les viaducs, aucun sable ne s'est accumulé sur les voies. Toutes les données opérationnelles étaient transmises au centre de contrôle via des capteurs IoT et des caméras solaires qui surveillaient chaque section en temps réel. Après 6 mois d'essais rigoureux, la ligne ferroviaire Autan-Rukyan a été inaugurée en juin 2022, achevant ainsi la boucle de 2712 km qui encercle le désert du Taklamakan. Aux États-Unis, la plupart des lignes ferroviaires sont encore construites selon la méthode traditionnelle, avec d'épaisses couches de gravier, appelées ballast, placées sous chaque rail. Ce matériau, en apparence simple, joue un rôle crucial. Il répartit le poids du train, assure la stabilité de la voie et permet l'évacuation des eaux pluviales. La Chine, quant à elle, a opté pour une approche radicalement différente. Sur ces lignes à grande vitesse de nouvelle génération, la traditionnelle couche de pierre a été remplacée par une fondation continue en béton, appelée voie sur dalle. Ici, les rails sont fixés directement sur la surface en béton, alignés par des systèmes laser et installés par des machines entièrement automatisées. Au lieu de pierres éparses, la structure forme un ensemble monolithique. Plus solide, plus durable et d'une précision incroyable, cette méthode permet aux trains chinois de circuler sans problème à des vitesses supérieures à 350 km/h. Nous nous rendons maintenant sur le chantier pour observer comment sont construits des milliers de kilomètres de voies ferrées. La plateforme est préparée par nivellement et compactage de plusieurs couches de terre et de gravier jusqu'à l'obtention d'une fondation solide, généralement d'une profondeur de 60 à 120 cm environ, selon le terrain et le trafic ferroviaire prévu. Une fois la base stabilisée, les ingénieurs commencent à répandre le ballast. Contrairement au béton, cette couche n'est pas liée. Elle reste friable afin d'absorber les vibrations et de permettre à l'eau de pluie de s'écouler librement à travers la voie. 1 km de voie ferrée nécessite près de 3500 tonnes de ballast, soit environ 3180 tonnes de pierre.
Le ballast est déchargé de wagons trémies spéciaux, puis nivelé uniformément par un régulateur de ballast, une machine équipée de lames de labour, de brosses rotatives et de caissons de nivellement à guidage laser. Les versions modernes, produites par des fabricants tels que Placé et Teuré, peuvent fonctionner avec une intervention humaine minimale, ajustant automatiquement la hauteur et la pente en quelques minutes. Après la répartition, de puissants compacteurs vibrants mettent le ballast en place, créant ainsi une fondation dense et parfaitement stable. La réalisation de seulement 1 km de voie peut prendre de quelques heures à quelques jours, selon la nature du sol et le relief du site. Une fois la couche de ballast uniformément répartie et grossièrement nivelée, les équipes de construction procèdent à la mise en place des traverses, éléments de fondation qui définissent et fixent l'alignement précis de la voie ferrée. Dans la plupart des projets ferroviaires modernes, cette opération est réalisée par une machine automatique de pose de traverse. Grâce à de puissants vérins hydrauliques, la machine soulève chaque traverse, pesant entre 270 et 318 kg, et la place avec précision à l'emplacement marqué. Chaque traverse est espacée d'environ 60 cm, et en un seul poste, la machine peut installer plus de 2000 traverses avec une précision remarquable. Les traverses peuvent être fabriquées à partir de divers matériaux. Les traverses traditionnelles sont en bois, traitées sous pression avec de l'huile de créosote pour prévenir la pourriture et réduire les vibrations. Cependant, leur durée de vie est limitée à environ 20 à 30 ans. Aujourd'hui, les traverses en béton armé sont devenues la norme dans l'industrie ferroviaire. Plus lourdes, plus résistantes et capables de durer plus de 50 ans tout en supportant des charges bien plus importantes, elles sont souvent utilisées pour les projets de maintenance ou de renouvellement des voies. Les ingénieurs privilégient ainsi les systèmes de voies préfabriqués, composés de sections de rails et de traverses préassemblées en usine. Une fois des milliers de traverses positionnées avec précision le long du tracé préparé, la pose des rails peut commencer. Chaque rail en acier, d'une longueur typique de 24 à 24 mètres et d'un poids d'environ 600 kg, est acheminé sur le chantier par des véhicules de transport spécialisés appelés trains de rail. Dans la construction ferroviaire moderne, les ingénieurs utilisent souvent des rails soudés en continu, RSC, de longs segments d'acier présoudés en usine, pouvant atteindre 400 mètres de long. Sur le chantier, le train de marchandises achemine progressivement ces immenses rails d'acier par l'arrière, tandis que des treuils hydrauliques les tirent vers l'avant et les alignent sur la voie. Les ouvriers guident les rails pour qu'ils glissent en douceur sur le ballast, les positionnant parfaitement sur chaque traverse et les maintenant en place à l'aide de fixations ou de goupilles temporaires. Une fois l'alignement validé, la mise en tension des rails peut commencer. Chaque rail est tendu ou ancré à l'aide de machines de tension hydraulique afin de compenser la dilatation et la contraction thermique, une étape essentielle qui prévient tout gauchissement ou flambage ultérieur. Une fois les rails parfaitement alignés, l'étape suivante consiste à installer le système de fixation, un ensemble de petits composants assurant la sécurité et la stabilité de la voie. Chaque système de fixation est composé d'une plaque de base en acier, d'un patin en caoutchouc, de clips à ressort et de boulons d'ancrage. La plaque de base répartit uniformément la charge des roues des trains sur la traverse, tandis que le coussinet en caoutchouc situé en dessous amortit les vibrations et contribue à réduire le bruit. Les ouvriers progressent méthodiquement le long de la voie, positionnant chaque ensemble de fixation et serrant les boulons à l'aide de clés dynamométriques au couple prescrit, garantissant ainsi une pression uniforme sur chaque joint. Une fois les boulons serrés, les clips sont verrouillés, maintenant fermement le rail contre la plaque de base tout en permettant une légère flexibilité pour la dilatation et la contraction thermique due aux variations de température de l'acier. Une fois le système de fixation installé, les ingénieurs passent à l'étape de l'alignement des voies et du bourrage du ballast, une opération de précision qui détermine la régularité du roulement du train. Une bourreuse spécialisée se déplace lentement le long des voies à une vitesse moyenne de 0,5 à 0,8 km/h, équipée de dizaines de dents vibrantes hydrauliques. Pendant son fonctionnement, la machine soulève l'ensemble rail-traverse d'environ 2,5 à 5 cm, tandis que les dents vibrantes compactent le ballast en dessous à une fréquence d'environ 35 à 40 vibrations par seconde. Ce mouvement synchronisé solidarise les pierres concassées, créant une fondation dense et flexible capable d'absorber les chocs et de garantir la stabilité de la voie à long terme. Parallèlement, des capteurs laser et des gyroscopes mesurent en continu l'altitude, l'inclinaison, la rotation et le désalignement. Le moindre écart, même infime, 0,25 mm, est instantanément détecté et le système le corrige automatiquement pour respecter les normes de conception. Grâce à ce niveau d'automatisation, un tronçon de voie d'un mile peut être entièrement aligné et bourré en seulement 2 à 3 heures, ce qui rend le processus plus de 10 fois plus rapide que les méthodes manuelles traditionnelles. Une fois la voie entièrement alignée avec précision, les ingénieurs procèdent au soudage des rails. Deux techniques principales sont généralement utilisées, le soudage par étincelage et le soudage aluminothermique. Lors du soudage par étincelage, les deux extrémités du rail sont fermement serrées l'une contre l'autre par une machine à souder électrique. Un courant électrique puissant traverse le joint,
chauffant l'acier à près de 1500 degrés Celsius, 2700 degrés Fahrenheit, jusqu'à ce qu'il ramollisse, fonde et se soude pour former un rail continu. Dans les zones plus confinées ou isolées où l'accès est limité, les ingénieurs utilisent plutôt le soudage aluminothermique. Dans ce procédé, un mélange de poudre d'aluminium et d'oxyde de fer est enflammé dans un moule en fonte, déclenchant une réaction exothermique pouvant atteindre des températures de 2300 degrés Celsius, 4500 degrés Fahrenheit, suffisamment élevées pour liquéfier l'acier et combler l'espace entre les extrémités du rail. Une fois le métal en fusion refroidi et solidifié, l'excédent de matière est éliminé et le joint est poli à l'aide d'une meuleuse à rail, éliminant ainsi toute aspérité ou irrégularité de surface afin d'obtenir une surface de roulement parfaitement lisse et continue. Vous connaissez désormais l'intégralité du processus d'installation des rails utilisé par les Américains et les Chinois. Quelle approche vous semble la plus judicieuse et la plus pratique? Faites-moi part de votre avis. Voici à votre gauche une vidéo des 8 mégaprojets chinois les plus audacieux de la planète. Allez le regarder et revenez me dire merci plus tard.